Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Lancée en 2004, l'agence de marketing sportif Sport5 est bien connue dans le monde du sport et elle est reconnue en particulier pour sa polyvalence opérationnelle dans le business. Durant cet épisode, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Vincent Zurita, directeur du digital depuis près de 10 ans chez Sport5. Nous avons pu en apprendre plus sur l'importance croissante des activités digitales, sur l'évolution des relations entre clubs et sponsors, mais aussi sur les nouveaux défis émergents du changement de paradigme actuel. J'espère que vous apprécierez cette conversation autant que moi et que vous en tirerez des informations intéressantes. Bonne écoute. Salut Vincent, comment vas-tu ? Salut JB, écoute, ça va très bien et toi? Ça va bien. On a l'habitude de commencer le podcast par une petite présentation de l'invité. Je sais que ça fait quoi? Ça fait 11 ans maintenant que tu es à Sport5. Ouais. Donc est-ce que tu peux un peu nous retracer ton parcours? Pourquoi Sport5? Pourquoi le sport? Pourquoi Sciences Po aussi? Ouais, carrément. Écoute, du coup, donc Vincent, donc j'ai 34 ans et demi. Je viens d'une ville dans le sud qui s'appelle Arles. Donc pourquoi Sciences Po? Alors vraiment, là, je sais plus exactement, mais bon, en tout cas, voilà, je suis diplômé de Sciences Po Toulouse où on s'est connus. Et voilà, donc suite à ça, en fait, c'était vraiment une opportunité. J'ai toujours été évidemment énorme fan de sport en général. Ça a toujours été un loisir, un hobby hyper important dans ma vie, quoi. Et en sortant de Sciences Po, après être diplômé, j'ai eu l'opportunité de faire un stage en fait dans une filiale à l'époque de Sport5 qui s'appelait Sport5 International, qui était basé en Suisse à Genève. Et donc voilà, j'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études là-bas pendant 1 an à peu près. Et voilà, les choses sont plutôt bien passées. Donc suite à ça, j'ai pu continuer l'aventure en fait au sein de Sport5 et voilà à travers Mais à Paris. Tu as été et ensuite à rapatrié de Paris, ouais. Genève à Paris. Ensuite, Ok. il y a eu pas mal d'aventures, on va dire, entre-temps, avec des rebrandings, avec des changements d'agence, d'équipe, etc. Et Ok. voilà, ensuite, je suis arrivé à Paris au siège, en fait, en début 2014. Mais au siège, tu parles Sport5 ou côté groupe Lagardère plutôt sens global? Ou c'est sur l'agence Sport5 elle-même? Non, c'est Sport5. Sport5. En Sport5, fait, on ok. n'est plus, pour refaire la petite histoire, en fait, on n'est plus dans le giron du groupe Lagardère Mhm. depuis 3 ans. Donc il y a eu une phase où c'était Lagardère Sport, Lagardère Unlimited. On a été racheté par un fonds d'investissement qui s'appelle HIG il y a 3 ans en fait. Donc maintenant on est complètement indépendant, sorti de ce giron-là, quoi. Et donc ça a Ouais. aussi été suite au rachat par HIG, en fait, il y a eu tout un rebranding et donc on est revenu au nom historique de Sport5, que moi personnellement j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a aussi rappelé mes débuts dans l'agence, quoi, parce que ça s'appelait déjà Sport5 à l'époque. Et puis c'est un nom qui est assez fort sur le marché, qui a quand Le même marché. pas mal d'historique, que ce soit en France, en Allemagne ou ailleurs. Donc on était tous quand même assez contents de ce retour aux sources à l'époque. Et t'en gardes quoi de ton expérience genevoise? Enfin voilà, j'ai un peu bossé en Suisse aussi. Ouais. Au-delà que ça coûte très cher. C'est non, mais tu vois, c'est assez drôle aussi parce que t'as plein, enfin pour tous ceux qui veulent bosser dans le sport, t'as quand même toutes les fédés internationales, t'as presque tous les ayants droit qui sont là-bas quoi, sur le canton de Vaud, un peu à Genève et surtout aussi à Zurich. Tu vois des différences un peu avec Paris ou ou pour toi en tant qu'agence c'était à peu près similaire? Non, c'était différent, déjà sur les clients avec lesquels on pouvait bosser.
Donc ouais, effectivement, comme tu l'as dit, et c'était aussi pourquoi on avait une agence à l'époque là-bas, c'était pour se rapprocher des fédérations internationales, des grandes organisations sportives. Il y a l'UEFA qui était pas loin, il y avait la FIFA qui était pas loin, le CIO, etc. Donc en termes en termes de clients, on bossait beaucoup avec ce genre d'organisation aussi. Sur les profils aussi des gens dans l'agence, c'était aussi extrêmement international. Il y avait des Français, des Allemands, des Anglais, Irlandais, Hollandais Mm. aussi. Voilà, c'était un profil qui est à l'image d'ailleurs de la Suisse et de la ville de Genève aussi, hein. Donc c'était pour une première expérience en tout cas dans ce domaine-là. C'était hyper enrichissant. Travailler en anglais tous les jours, du coup. Travailler aussi avec déjà à l'époque un peu les filiales de Sport5 à l'étranger. Et voilà, sur des sujets. Alors, si on parle de digital, c'était vraiment très très différent de ce qu'on peut faire maintenant et du business qu'on peut avoir aujourd'hui chez Sport5. Ça a énormément changé entre temps. Mais Différent parce que la maturité digitale des clients a évolué, ou la maturité des tech stacks et des technologies a aussi évolué, ou c'est parce que c'était différentes briques des services, ou c'est juste parce que en 10 ans, bah, ça a complètement changé, au sein de l'écosystème. bah, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. On peut commencer par les technologies, par les plateformes, par les contenus. Enfin, alors du coup, Hmm. 2012, c'était, enfin, vraiment, quand j'y repense maintenant, c'était vraiment la préhistoire sur ces sujets-là. Enfin, les réseaux sociaux avaient commencé à prendre de l'ampleur, mais c'était incomparable avec ce qu'on a maintenant. On avait, je sais pas, Instagram, c'était encore des photos carrées avec des filtres moches dessus. Il y avait Dailymotion était encore quelque chose. Fallait Hmm. parler de Dailymotion. Facebook était archi dominant déjà à l'époque sur le marché. Donc voilà, donc déjà il y avait ça. Donc on parlait pas vraiment ou très peu de social media management, de développement d'audience. Enfin voilà, c'était plutôt pris sous un La marque. aspect récréatif. Voilà, ouais, les réseaux sociaux, les technologies, c'était pareil. Enfin il y avait encore le boom des applications mobiles sur les smartphones, sur les TV connectés aussi. Je suis même pas sûr que ça existe encore vraiment à l'heure actuelle les TV connectés. Mais voilà, donc on explorait un peu ces domaines-là Je t'entends bien. et nous pour en tant qu'agence, en tout cas là-dessus. Et au service de nos ayants droit sur l'aspect monétisation, c'était beaucoup de publicité en fait qu'on posait sur ces supports-là. Donc on accompagnait des clients sur du développement technique, développement d'applications mobiles, télé connectées, sur laquelle on vendait de la pub. Mais voilà, le modèle pub était quand même très fort et c'était une des seules façons de monétiser le digital et d'utiliser le digital pour un ayant droit, quoi. Et après, côté client, côté ayant droit, c'est vrai que je pense qu'à l'époque, ils étaient beaucoup plus méfiants par rapport à ces plateformes qui étaient plutôt vues comme des plateformes de piratage. Donc on trouvait assez peu Qui de volaient leurs fans. Quand tu dis piratage, c'était quoi? C'était que, en gros, ils avaient plus l'accès direct à leurs fans ou que les plateformes se faisaient de l'argent sur leur dos ou c'était... alors ça oui, ça oui, et puis aussi parce que bah, les fans naturellement publiaient des extraits de matchs aussi sur les réseaux sociaux Hmm. et ils voyaient ça comme un manque à gagner en termes de visibilité, en termes de revenus aussi potentiellement. Ils voulaient vraiment garder le contrôle de toute l'expérience et des images que eux pouvaient diffuser sur ces canaux-là, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué là-dessus. Enfin, donc il y a eu un gros travail d'éducation qui s'est développé depuis pour arriver à un peu plus de maturité auprès des ayants droit sur ces sujets. Et effectivement, maintenant ça a plus rien à voir, quoi. Donc, Aujourd'hui, ouais, c'est bon, quoi. Quand t'arrives et que tu parles de stratégie digitale ou média ou autre, ouais, ça fait, c'est partie prenante, ils le comprennent tous. ouais. Pour la plupart, oui. De toute façon, donc comme je disais, ouais, il y a eu le boom des réseaux sociaux et quand même assez vite. Les ayants droit ont compris quand même l'intérêt de développer une audience là-dessus pour pouvoir communiquer plus directement en diffusant des contenus, en diffusant des messages, etc. En pouvant ensuite le valoriser, le monétiser auprès de leurs sponsors. Donc Hmm. maintenant, on a quand même arrivé à un bon niveau de maturité sur le sujet. Et je sais pas, le meilleur exemple pour moi là-dessus, c'est la F1.
Donc je suis un gros fan de F1, donc je connais assez bien le truc, mais Le je me mec, il a rappelle à bouffé l'époque. Drive to Survive en un week-end et... Ouais, à peu près ça, ouais, à peu près ça, à peu près ça. Chaque week-end de Ok. sortie. Non, mais je suivais déjà pas mal la F1 avant, et du coup, en tant que fan, même moi, dans les années, je sais pas, 2013, 14, 15, avant que ce soit Liberty Media, il y avait absolument aucune image de F1 qui sortait sur les réseaux sociaux, en fait. Hmm. C'était vraiment à l'ancienne, en fait, où, voilà, la télé, enfin, les diffuseurs télé avaient l'exclusivité des images et des contenus et des courses, et les plateformes digitales étaient vraiment vues comme faisant concurrence à ça, donc il y avait absolument rien qui était publié dessus. Et donc suite au rachat avec Liberty Media, ils ont bien compris l'intérêt qu'il y avait de se développer là-dessus et d'utiliser ça pour communiquer Elle a attiré les audiences, quoi. différemment, rajeunir les audiences. Et donc là maintenant, je trouve ils font des contenus super sur les réseaux sociaux, sans parler évidemment de Drive to Survive derrière, qui est encore une autre brique qu'ils ont réussi à amener, et qui a aussi cartonné et permis de vraiment dépoussiérer la discipline, je pense. Et du coup, ok, donc en 10 ans, là, pour toi, ça a complètement changé. C'est tant d'un point de vue tech, développement aussi des médias et des réseaux sociaux, que de la mentalité à l'interne des organisations sportives. Du coup, toi, aujourd'hui, quand tu te pointes un peu chez tes clients, donc que ce soit des clubs ou tous ces ayants droit, c'est quoi exactement ton rôle, une journée type? C'est tu les conseilles un peu sur leur strat, réseaux sociaux, création, distribution de contenu et comment c'est monétisé, comment vous créez enfin, comment vous valorisez mieux des assets existants dans des packages de sponsors ou des deals commerciaux, voire créer des nouvelles lignes de revenus avec des nouveaux assets. Est-ce que c'est toi direct? Est-ce que c'est en collaboration avec d'autres départements, avec d'autres collègues? Ça fonctionne comment en fait? Ouais, il y a un peu des deux. Alors c'est compliqué à résumer rapidement. C'est un peu quand t'es en soirée, on te demande ce que tu fais dans la vie, et du coup c'est assez compliqué de répondre clairement. Mais en fait, on a donc je travaille avec une équipe de 5 personnes, et en fait c'est un peu des deux, si tu veux. On a à la fois des clients directs qu'on va accompagner beaucoup sur du développement d'audience via les réseaux sociaux. Donc, on est en charge de la stratégie éditoriale, stratégie de plateforme, création de contenu. On travaille on fait du suivi de matchs en live aussi sur les différents réseaux Ouais, en sociaux. fait, vous êtes directement comme si vous étiez dans l'équipe Voilà, ouais. du club ou autre et vous faites Ouais. vraiment leur travail. Et vous êtes aussi bord terrain et tout. Vous aidez à ça ou vous accompagnez plutôt enfin, les managers des réseaux sociaux du club et tout directement, quoi. On peut faire ça aussi, ouais. On peut faire de la couverture live sur site. On l'a déjà fait sur des opérations sur TikTok, notamment. On travaille en collaboration avec le RC Lens sur leur compte TikTok qu'on a aidé à lancer il y a un an et demi. Et donc du coup, via ça, en fait, on a déjà fait des opérations bord terrain pour faire vivre un peu les coulisses du match sur TikTok, l'ambiance du stade, les à côté, l'échauffement avec des interviews, etc. Donc ça peut faire aussi partie de ce qu'on met en place pour nos clients. Donc il y a donc il y a cette partie en business en direct, en fait, où Hmm. on travaille main dans la main avec les équipes digitales de nos ayants droit et de nos clients. Et il y a aussi un aspect support aux équipes internes de Sport5 et aux différentes lignes de business, en fait, qu'on a chez nous. Donc beaucoup sur du marketing. Donc en fait, chez Sport5 en France, on est la régie commerciale de pas mal de clubs de foot et un club de rugby. Donc du coup là, on va travailler main dans la main avec nos équipes marketing et les clubs aussi, et les équipes digitales et communication et content des clubs sur le développement de leur inventaire digital. Donc on va regarder un petit peu tout ce qui est disponible, tout ce qui peut être sponsorisé sur les plateformes digitales de Ok. ces clubs-là, site internet, applications mobiles, beaucoup de réseaux sociaux, Donc, beaucoup de dans la contenu aussi. création des packages de sponsors. C'est de se dire, il y Ouais. a différents buckets et vous, dans la ligne un peu inventaire digital par rapport aux réseaux sociaux, soit les archives ou les trucs comme ça, c'est comment vous valorisez l'ensemble des IP, enfin l'ensemble de ce qu'ils ont eux dans un package plus global auprès des sponsors, quoi. Ouais, Ok. complètement, ouais, complètement. On va regarder ce qui est fait, en fait, comment on peut le mettre en avant, le valoriser, le pricer.
Donc c'est sur cette partie un peu voilà inventaire digital. Et ensuite, on va travailler sur le packaging des offres. Donc quand nos équipes marketing et quand nos commerciaux vont pitcher des marques pour s'associer à l'OL, à Lens ou au LOSC par exemple, nous on va amener la brique digitale, donc essayer de trouver les bons contenus qui vont matcher avec la marque, les bons arguments aussi, et puis le bon dispositif d'amplification pour valoriser au mieux, maximiser au mieux l'exposition de la marque à travers le partenariat. Donc Pour ça sur la toi, partie market. Ouais. t'es sur ces deals-là, enfin, dans ces discussions, en fait, je voulais te poser la question, tu vois, on a vraiment cette image un peu, tu disais 2012, c'était déjà, on a l'impression d'être à l'âge de pierre, côté digital et tout. Sponsoring, 2010-2012, je vais te dire, c'est limite pareil, c'était les billboards au bord du terrain, c'était les mecs qui posaient leur logo et puis c'était tout, quoi. T'achetais juste ça et tout. Toi, enfin, t'as vu une évolution aussi côté sponsor et la manière dont ils viennent aussi, aux besoins, attentes, quand tu es sur ces rendez-vous clients, tu vois, une marque, elle vient, est-ce que ces attentes ont changé? Pas vis-à-vis de vous, vis-à-vis du club, vis-à-vis de ce qu'ils ont en retour, ou est-ce que le ROI demandé est beaucoup plus fin, granulaire? Est-ce qu'il demande plus de choses qu'avant, ou est-ce qu'il demande, enfin, tu vois, le cahier des charges, comment il a changé un peu, Ouais, ouais, ouais. Bah, là-dessus, je veux dire, ça dépend un peu des marques, mais t'as des marques qui sont assez matures en termes de digital. T'as aussi des marques qui sont issues de l'univers digital, donc tout ce comme on appelait avant les pure players, tu vois, Booking.com, etc., les trucs de livraison en ligne, etc., qui viennent déjà de base d'un univers digital, qui sont bâtis sur une techno digitale. Donc eux, pour le coup, vont être extrêmement attachés au ROI quasi exclusivement. Donc ça veut dire que tu es obligé d'adapter toi aussi ta démarche marketing et la façon dont tu crées tes packages. Après, je pense aussi que la période Covid, du coup, a aussi engendré peut-être une réduction des budgets, aussi des budgets sponsors, ce qui fait que aussi les marques sont quand même plus attachées, enfin encore plus attachées peut-être à ce ROI-là et sont plus difficiles à Mm. convaincre en fait parce que les budgets ont diminué. Et donc du coup, c'est pour ça que nous, en fait, en tant que régie commerciale et nous au digital, on est vraiment obligé d'adapter notre approche là-dessus. Donc, comme je te disais avant, sur utiliser plus d'éléments de data pour convaincre la marque, donc des trucs très factuels. Donc on va regarder un petit peu le profil des fans de ce club-là, faire en sorte de trouver des matchs avec les enjeux de la marque, avec ses objectifs, ses cibles, etc. Mettre en avant les perfs digitales du club aussi, par exemple. C'est un truc qu'on fait beaucoup. Donc on a des outils pour regarder, pour benchmarker aussi, montrer que voilà, tel club sur cette plateforme-là, il performe très bien en termes d'engagement, que ce contenu qu'on va proposer à parrainer à la marque, c'est un des contenus qui fonctionne le mieux auprès des fans du club, par exemple. On Parce va que les amener marques, aussi. elles, dans leur ROI, dans ce que tu me dis là, c'est à la fois l'évangélisation de leur marque, donc toucher des communautés soit nouvelles, soit connexes par rapport à leurs valeurs ou ce qu'ils veulent mettre en avant. Mais tu disais les pure players, j'imagine que c'est un ROI purement très commercial ou enfin taux de transfo, genre Ouais, je mets de la tant, je veux tant conversion et d'acquisition, enfin en Mm. gros c'est quoi mon customer acquisition et c'est enfin ok, je vois. Ouais, 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 il y a ça aussi beaucoup et sur ce point-là, ouais, il y a un sujet qu'on est en train de lancer nous sur ce qu'on appelle le performance marketing. Donc, c'est-à-dire, on va voir comment on peut garantir à la marque en fait un certain niveau d'exposition, un certain nombre d'impressions, un certain nombre de clics aussi, via des campagnes paid media qui vont être hyper ciblées sur du retargeting, etc. Et via un budget paid media qui sera investi, on va être capable de garantir à la marque ces éléments-là. Donc c'est encore un truc qui nous on pense va nous permettre d'être plus pertinent et plus convaincant quand on s'adresse à ces marques. Ouais. Ok. Et toi, enfin, ouais, tu disais Covid, enfin, restrictions budgétaires ou en tout cas plus de pression, donc les côté marques, ils sont aussi un peu obligés de justifier ces budgets et de montrer le ROI qu'il y a derrière. Tu vois quoi d'autre comme gros défi ou enjeu pour le secteur là pour toi? Parce que tu vois, tu parlais de Lens avec TikTok, je sais que tu as des accès aussi qui sont, bah, tu vois, tu as la ligue qui a ses accès exclusifs, tu as les clubs. J'imagine, enfin, tu vois, il y a une myriade de droits entre, tu disais comment leverager des joueurs et leurs canaux, mais comment utiliser les comptes aussi des clubs et tout.
En fait, c'est que c'est de multiples IP, c'est de multiples ayants droit et d'assets différents. Du coup, je me demandais, d'un point de vue digital, dans toutes vos stratégies, c'est quoi, toi, les défis que tu vois au-delà de la contraction du marché et de ce besoin de ROI, et je l'entends Mm. tout le monde, mais aujourd'hui, dans ce qui se fait dans les pratiques, voire limite à 2 3 ans, c'est quoi que tu vois arriver là, pleine balle, dont on parle peu encore aujourd'hui? Bah, c'est assez dur d'être devin sur le sujet, mais en fait un des enjeux principaux que nous on voit et que nous remontent nos ayants droit, nos clients, et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, c'est le besoin de diversifier ses audiences, de les rajeunir et de les fidéliser aussi sur le long terme, parce que je pense qu'on arrive à un moment où les gens de notre génération, de la génération au-dessus, etc., qui ont grandi avec le sport, qui ont grandi avec le foot, qui ont pris des abonnements, qui sont allés au stade. Du coup, bah, ces gens-là vieillissent. De fait, on vieillit tous. Et le gros enjeu pour les ayants droit, c'est comment arriver à renouveler un peu renouveler ce public-là, quoi. Ce public-là Mhm. qui, du coup, de fait, est très différent de l'ancien, à des façons différentes de consommer du contenu, à des façons différentes de même consommer le sport. Donc on va parler des fameux millennials et Gen Z dont tout le monde parle en ce moment, mais voilà, c'est une réalité, je pense. Et nous, on est aussi pas mal challengés. C'est dans notre intérêt aussi d'apporter des solutions à nos clients sur ces sujets-là, quoi. Donc on travaille aussi pas mal sur des études pour arriver à mieux comprendre un petit peu comme je disais, ces nouvelles tendances de consommation, ces nouvelles habitudes de consommation, parce que voilà, tout devient beaucoup plus complexe. Enfin, c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais c'est vrai, entre ces changements de profil d'utilisateurs, de fans, le fait que, comme je disais au début, le digital a beaucoup évolué, et maintenant on a beaucoup plus de plateformes, on a Mhm. beaucoup plus de contenus qui sont produits, on a un temps d'attention aussi qui est beaucoup plus court. Ça a été démontré par plusieurs études. Donc du coup, c'est comment, en tant qu'événement sportif, en tant qu'ayant droit, on arrive un peu à émerger dans le bruit médiatique, le bruit ambiant sur le digital, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, pour moi, c'est un enjeu important. Il y a pas encore de recette magique, ou en tout cas on l'a pas encore trouvé, mais on met en place pas mal de choses là-dessus pour essayer de répondre à cet enjeu-là. Donc on parlait de TikTok tout à l'heure. Effectivement, on voit TikTok comme un super levier pour arriver à ça. Faut voir si ça transforme sur le long terme, parce que là, on a encore assez peu de recul sur le sujet, mais c'était notamment pour ça qu'on a lancé avec le RC Lens leur compte TikTok, pour justement arriver à toucher de nouveaux publics, à les rajeunir et à essayer de les fidéliser sur le long terme. Et bon, pour Mhm. l'instant, ça marche plutôt bien. On a passé la barre du million de fans après un peu plus d'un an et demi d'exploitation du compte. C'est un truc qui prend vraiment hyper bien. Donc voilà, donc c'est une des solutions à apporter, mais c'est pas la seule. Ça peut être diversifier les formats produits, ça peut être travailler avec plus de créateurs de contenu, d'influenceurs aussi, diversifier les expériences aussi proposées aux fans. Mhm. Et toi, tu dirais, là, ça me fait penser à deux choses. Ça me fait à la fois penser à bon, le business model, l'équilibre un peu sur l'ancien monde avec un peu linéaire TV qui avait tout et maintenant comment c'est challengé et comment des nouveaux players vont pas payer les droits et donc l'avenir du sport, mais ça, je te demanderai après. Tu disais que tu es quand même pas mal challengé. Donc, on entend quand même souvent que les clubs, ligues ou ayants droit, ils ronronnent ou autre. Toi, tu dirais qu'ils sont quand même plutôt force, enfin, et ils arrivent à s'adapter ou ils vous demandent de vous adapter, ils ont la capacité à le faire. Euh, tu vois, ou est-ce que pour toi c'est plus une obligation de marché qui fait que, ou est-ce que c'est aussi main dans la main et ils ont vraiment une capacité à opérer aussi quoi derrière, Je quand pense on que c'est pense aux un, ligues, aux clubs et tout. ouais, enfin, je pense que tout le monde arrive à peu près à faire ce constat à des moments différents, mais je pense qu'on tend tous
vers le même truc. Après, nous, voilà, encore une fois, notre rôle aussi, c'est de peut-être avoir un temps d'avance sur ces sujets-là, faire des recherches, faire un peu de prospective et d'arriver à anticiper en fait ces problèmes et les poser et amener des solutions pour nos clients, parce qu'à la fois on travaille là-dessus, mais on est aussi régie commerciale de ces clubs-là, comme je disais au début. Donc c'est aussi dans notre intérêt d'anticiper ses besoins et puis après de ouais, créer voilà, ses packages et de leur répondre à leurs attentes, quoi. oui, voilà, et Non, et puis d'avoir d'accompagner les ses clubs sur études leur, aussi, quoi. ouais, et d'accompagner les clubs sur ce développement-là, quoi, parce que du coup, sinon, on voit aussi que enfin, on a vu une étude sur les audiences télé qui ont tendance plutôt à stagner, voire légèrement à diminuer. Donc c'est aussi un enjeu parce que voilà, la visibilité du sponsoring se fait via la télé, beaucoup, historiquement. Et si, du coup, on voit que moins de gens regardent la télé, donc la valorisation de ces marques, la valorisation des packages va aussi baisser. Et c'est aussi Ouais, c'est aussi un problème pour tout le monde, quoi. Donc le plus tôt on prend en charge ces problématiques-là et on essaie d'y répondre, le mieux c'est. ouais. Comment tu justifies le highball aujourd'hui alors que tes recettes télé baissent ou que le nombre d'audience baisse? C'est un peu ça, quoi. Mais je voulais te demander, bon là je dérive un peu, j'ai une question pourtant un peu perso. Je suis pas de l'équipe, moi, qui croit que le sport est mort parce que en tant que produit, quand c'est comme t'as dit, quand t'as Liberté Média qui reprend un sport qui est pas au top, mais qui fait ce qu'il faut, tu te rends compte, enfin, le sport reste quelque chose qui engage le plus et qui est capable d'amener des millions et des millions de fans et donc d'eyeball. Mais dans ce que tu dis, en fait, en filigrane, on lit la fin d'un business model, donc une nouvelle génération, la fin d'une autre, celle qui pouvait payer Canal+, ou celle qui était vraiment avec pas de churn, genre ton père ou mon père, qui ont Mm. gardé leur abonnement pendant 30 ans, qui se posaient même pas la question, qui étaient sur le canapé en train de regarder. Enfin bon, je simplifie un peu, tu vois. Ouais. À aujourd'hui, des mecs qui changent d'abonnement tous les 2 mois, qui en ont 6, mais qui en renouvellent pas parce que c'est gratos, qui changent, ou des façons de consommer où en fait ils veulent même pas payer un Prime ou je sais pas quoi et qui veulent juste regarder le highlight de 2 minutes et tout. Et on se rend compte que les droits télé, type en Italie, là, on se rend compte que bah ils ont peut-être atteint un maximum, que un player comme DAZN, qui connaît exactement les chiffres de subscription et tout, sait exactement quelle est sa rentabilité dessus et que payer plus de 800 millions ou 900 millions pour ses droits, mais en fait c'est suracheté. Et donc, fin un peu de ce modèle-là, comment tu vois un peu les choses, toi, par rapport au digital? Est-ce que le digital permet de mieux compenser? Est-ce que ça permet de faire le bridge avec cette perte de linéaire TV qui fait vivre encore presque tout l'écosystème sport? Hein, on va pas se mentir, les droits télé, c'est quand même la première manne financière. Ouais. Tu le vois comment, en fait, ce truc de, sans opposer linéaire TV avec tout ce qui est digital et tout, mais quoi, dans la construction des packages pour maintenir au moins un niveau constant, voire grossir ces packages-là, tu le vois comment, toi, perso? Bah, pour l'instant, clairement, ça remplace pas la valeur qui est générée par les deals classiques TV médias, mais pour l'instant, je pense qu'on est encore dans voilà, le digital comme un levier de développement, un levier d'attraction, de renouvellement des audiences. Les réseaux sociaux, c'est un des leviers, c'est peut-être le premier en début de chaîne, quoi, parce que c'est le truc qui te permet de toucher massivement des gens ou qui soient partout sur le globe et donc de leur montrer ton sport, ton événement, etc. Mm. C'est le premier truc. Après, l'expérience a montré, a prouvé qu'on n'est pas propriétaire de ces audiences sur les réseaux sociaux. Donc avoir, je sais pas, 10 millions d'abonnés sur Insta, c'est bien, mais la question après, c'est comment tu arrives à convertir ça, comment tu arrives à fidéliser ça. Et donc ensuite, il faut mettre en place d'autres stratégies, quoi. Donc on est aussi à un moment où je pense qu'on revient aussi aux expériences sur des plateformes propriétaires, sur des sites internet, sur pourquoi pas des applications mobiles, où on va pouvoir travailler plus l'embasement, on va pouvoir travailler la connaissance fan aussi, on va pouvoir proposer des expériences Mm. qui vont permettre d'affiner cette connaissance-là, cette segmentation. Et une fois que ce travail est fait, j'ai envie de dire, c'est là où tu peux réfléchir à comment monétiser entre guillemets cette audience-là, parce que tu déjà t'as acquis une audience qui est suffisamment importante et en plus tu connais
très précisément, très finement cette audience-là. Et c'est là où tu peux devenir intéressant pour des sponsors et faire matcher les enjeux, les objectifs de ces sponsors-là avec ton audience, en fait. Mais on va dire, il y a une chaîne de valeur qui est quand même assez longue et assez complexe et qui prend aussi beaucoup de temps à devenir efficace pour, en bout de chaîne, la partie monétisation, mais qui à date n'est pas encore au niveau de ce qu'on peut obtenir via des deals télé classiques, quoi. Donc c'est quand même un écosystème assez compliqué qui fait intervenir beaucoup d'expertise, beaucoup d'outils aussi pour tout ça. Et donc ouais, c'est un truc à long terme. Mais en fait, nous, ce qu'on dit à nos interlocuteurs, à nos clients, c'est de toute façon plus tard vous vous y mettez, plus tard vous allez en cueillir les fruits, quoi. Parce que même maintenant les taux de croissance alors sur Facebook, sur Twitter, c'est quasiment mort. Il reste Insta, il reste TikTok où on peut encore développer des audiences très rapidement de façon assez folle, quoi. Mais voilà, mais ça aussi Il faut une ne va vraie durer strat, que il faut un vrai contenu et tout. Ouais, aussi, mais même c'est cette espèce de d'âge d'or de TikTok, je suis pas persuadé que ça dure encore des années, hein, comme on l'a vu avant sur Facebook, comme on l'a vu avant sur Twitter. Donc c'est un peu le moment où il faut sauter le pas, aller dessus. Mais bon, ça je pense que tout le monde l'a compris. Mais aussi, il faut mettre en place derrière des actions pour valoriser ça et transformer ça sur plus long terme. Mais tu vois, et quand tu dis ça, je pense enfin, capitaliser en propre, je comprends très bien, tu vois. Mais quand un club comme le Barça, enfin, tu regardes le deal avec Spotify, bottom line, ce qu'ils ont dit, c'est, mais en fait, dans votre database, très bien vos engagement numbers sur les réseaux sociaux, mais dans votre database à vous, ce que vous avez, c'est 3 millions, et sur les 3 millions, j'en ai peut-être 2% que je pourrais utiliser. Ça veut dire que j'ai 2% de 3 millions en customer acquisition fois une lifetime value de, je vais dire, $50 ou $150. Ils sont arrivés devant le Barça, ils ont dit, mais le deal, il vaut X. Mm. Mais vous enlevez déjà 2 zéros par rapport à ce que vous voulez. Mais tu vois, c'est le Barça. C'est un des Ouais. clubs les plus, on va dire, avancés. Donc, tu vois, dans ce que tu dis, j'ai cité DAZN, je pense aussi à des OneFootball qui ont créé un peu cette chaîne de valeur et qui essayent d'avoir cette propriété en aidant les clubs ou les ayants droit. Je, tu penses que c'est vraiment quelque chose de faisable ou est-ce qu'il y aura un écosystème vraiment purement qui viendra du sport ou des alliés pour aider les ayants droit? Parce qu'in fine, c'est ce que tu dis, c'est comment t'en bases, comment t'as ton first party data ou même ton zéro party data aujourd'hui, comment tu connais mieux et comment tu changes tes services et tu monétises derrière. Mais ça paraît hyper complexe sur la chaîne de valeur, hein, tel que tu le décris là, quoi. Ouais, je pense que ça l'est. Et puis ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le niveau de maturité sur le digital des marques, des sponsors, et encore plus quand tu as un Spotify avant qui, du coup, c'est littéralement créé sur le digital. Ils vont beaucoup plus être challengeants sur ces sujets-là. Il y a encore quelques années, on pouvait juste dans une presse mettre, on a 500 000 fans sur tel réseau social et ça passait. Sauf que maintenant, on te demande un peu plus. Donc, ok, 500 000, mais c'est quoi votre reach effectif sur des contenus? Après, oui, ok, mais qu'est-ce que c'est votre taux d'engagement aussi? C'est quoi votre taux d'engagement par rapport à d'autres clubs, etc. Et du coup, les sponsors sont beaucoup plus picky, beaucoup plus challengeants sur ces points-là. Donc il faut avoir les armes faut avoir mis en place les actions déjà pour avoir les bons KPI qui sont suffisamment convaincants. Et il faut aussi les outils pour être capable de sortir ces données-là et arriver à répondre à ces challenges. Mais ouais, je suis d'accord que c'est quand même assez complexe, quoi. Et tu as Mais beau demain, être t'es le chief Barça digital ou officer d'un club. C'est quoi ta strat? Je te donne les clés du camion de bon, Barça ou l'OL ou autre, tu vois, mais tu me dis, tu fais deux choses. Tu vas à la fois sur TikTok, Insta pour créer cet engouement parce que tu as besoin de montrer ces taux d'engagement, de créer tes communautés de demain, tout ça. Et en parallèle, tu investis sur tes propres apps en interne pour justement te dire, OK, comment je drive ce trafic de tel réseau social ou de telle plateforme à mon app ou à mon store ou à ma merch, mon e-commerce plateforme. C'est quoi, enfin, c'est quoi pour toi, si t'as un peu les clés du camion comme ça, même rapidement, tu vois, Hmm. c'est de mener les deux de front en te préparant un peu à l'avenir. Si tu te dis que les réseaux sociaux demain, ils engagent moins ou que t'as moins cette croissance qui arrive. Ouais, je pense parce que les réseaux sociaux, c'est
c'est évidemment un truc que tu dois traiter pour faire du reach massif, mais c'est assez fragile. C'est assez fragile. Tu vois même avec l'histoire de Twitter en ce moment. Hein, on ne sait pas combien de Ouais. temps la plateforme va tenir en place. C'est de plus en plus cata ce qui est fait par Musk dessus. Donc voilà, c'est aussi une preuve en plus que tu peux pas baser toute ta stratégie sur ces plateformes-là qui pourtant ont fait énormément pour le sport, qui ont fait énormément pour notre industrie avant, et que du coup il faut préparer le coup d'après. Effectivement, ouais, proposer des expériences différenciantes, exclusives à tes fans sur tes plateformes propriétaires où tu peux maîtriser tout ça. Mais même ça, c'est quand même assez compliqué parce que bon, moi je suis supporter de l'OM. Voilà, j'ai l'appli, mais je vais quasiment jamais dessus. Je vais jamais sur le site internet non plus. Je suis le club sur les réseaux sociaux et donc de temps en temps, je suis exposé à un contenu, à une vidéo, un truc et c'est cool, je like, etc. Mais je suis pas, et pourtant j'adore ce club, hein, mais pourtant je suis pas non plus au point où je vais aller sur l'appli tous les jours pour lire des articles que je pourrais lire ailleurs ou qui vont être un peu entre guillemets quelque chose de hyper neutre, sans prise de parti, etc. Et en fait, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Du coup, c'est en tant que club, comment tu incites tes fans à venir consommer des expériences, du contenu sur tes propres plateformes. Et c'est un truc qui est pas simple qui est pas simple à trouver, quoi. Ouais, ouais. Bah, là-dessus aussi, bon, c'était un des trucs, t'en parlais tout à l'heure sur Gen Z Millennial, on se rend compte, tu vois, l'allégeance un peu des fans, elle a un peu changé. À un moment, c'était Mm. plus équipe nationale, voire le club en soi. Maintenant, tu regardes les jeunes, en gros, tu regardes les effets qu'un Messi, Ronaldo sur les social accounts ou un Benzema, tu sens que l'allégeance, elle est plus chez le joueur lui-même. Du Mm. coup, toi, enfin, tu vois, une des strates, je sais pas si vous avez ça, mais comment tu utilises un peu les sportifs ou comment tu utilises les athlètes pour justement, en fait, relayer tes propres messages. Enfin, c'est que toi, en tant que club, tu peux aussi utiliser cet asset-là le pour accroître ton reach ou pour attirer d'autres personnes. C'est Ouais, c'est un très bon point et c'est un truc auquel nous on croit beaucoup. Le travail avec les athlètes, le travail avec les sportifs. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, ils sont de plus en plus plébiscités par les jeunes fans de sport, de Gen Z, les millennials. Il y a plusieurs trucs. Il y a ça. Il y a aussi, encore une fois, la période Covid, confinement, où on a vu que les athlètes sont vraiment transformés en créateurs de contenu. Ils étaient aussi confinés comme tout le monde et donc ils ont commencé à partager leur routine c'est d'entraînement, leur emmerdant, ils ont quotidien. partagé leur quotidien du Ouais, petit-déj ouais, et tout. mais du coup, ça a marché de ouf, en fait. Ça a marché de ouf. Ils ont pris cette habitude-là de créer du contenu. Ils ont développé des audiences plutôt engagées. Il y a aussi le fait, je pense que, on est naturellement touché par l'humain, par des histoires humaines. Donc, voir un athlète, voir un sportif partager son contenu, ça marche beaucoup plus que des contenus publiés par un club, par une ligue ou par une marque, encore plus. Donc voilà, donc il y a toutes ces choses-là où on voit que les athlètes ont un peu pris le pouvoir. Enfin, ça a vraiment accéléré donc plutôt le mouvement de prise de pouvoir des athlètes. Et donc du coup, pour nous maintenant, ça représente une super plateforme d'amplification. Enfin, il y a plusieurs choses, mais il y a aussi un enjeu de les accompagner sur ces sujets-là. Mm. C'est un sujet qu'on prend à bras le corps et c'est un vrai levier de développement chez nous, de travailler de plus en plus en fait avec des athlètes pour les accompagner sur leur stratégie de développement d'audience, en fait, les aider à créer du contenu. Ouais, comme pour les clubs, vous les aidez eux aussi à avoir leur propre strat sur les médias pour créer leur contenu. Ouais, 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 exactement. Ouais, ouais. C'est un truc auquel on croit beaucoup et parce qu'en fait, on se rend compte que ils sont finalement assez peu entourés, assez peu staffés aussi, et nous, on est capable d'apporter des ressources, on est capable d'apporter des expertises, des outils, de la méthodologie, etc. Et de leur apporter voilà cette stratégie et ces contenus-là qui vont les aider à développer leurs audiences, toucher beaucoup de personnes, préparer Mm. leur après-carrière aussi, en fait, en créant leur marque, en créant leur notoriété. Maintenant, en fait, ça permet aussi de préparer l'après-carrière. Et tout ça sert aussi de support à une stratégie commerciale aussi, où on va les accompagner à signer des sponsors
en utilisant entre autres les résultats obtenus sur les réseaux sociaux Ouais, donc et ça sur le sert le digital. joueur pour ses propres sponsors à lui, mais ça sert aussi peut-être un club ou autre chez qui il est, enfin, ce qu'il est, vous traquez tout ça et vous pouvez dire, bah voilà, Ouais, il y a aussi, c'est pas genre que le compte de l'OL ou le compte de l'OM, où tu utilises l'OM, il y a aussi le compte de Payet, on lui a fait tel contenu, regardez le reach, et du coup tu peux aussi ajouter ça sur le ROI, quoi, pour un partenaire. ouais, complètement, ouais, complètement. Il y a le travail avec l'athlète et ensuite il y a le travail avec les clubs pour lesquels jouent ces joueurs-là, où on va utiliser les joueurs comme un relais d'amplification, comme on utiliserait des influenceurs, des créateurs de contenu. On voit que, par exemple, je prends l'exemple de l'OL avec qui on travaille, sur les réseaux sociaux du club, on a 11 millions de followers à peu près au global. Si on regarde l'effectif du club l'année dernière, il y a plus de 40 millions ça représentait plus de 40 millions de personnes. Donc déjà, quand tu vois Mm. ça, bah, le calcul est vite fait. Et donc ensuite, voilà, nous on met en place des process, des outils, donc notamment Greenfly que tu connais bien, mais pour un peu industrialiser la distribution de contenu club sur les plateformes de ces joueurs-là. Donc, à la fois, Mm. ça permet aux joueurs de disposer de contenu et d'alimenter leurs réseaux sociaux et de développer leur communauté, leur image. Et on voit que ça marche vraiment très bien. Ça marche vraiment très bien. Ils utilisent tous la solution. On voit que leur taux d'engagement, leur base de fans a vraiment décollé depuis qu'on a mis en place ces process-là. Et ensuite, ça permet aussi de maximiser la visibilité des sponsors et des marques qui sont présentes, notamment sur les maillots de ces clubs-là, parce que les contenus sont aussi publiés sur les plateformes des joueurs. Et voilà, et en bout de course, on arrive aussi à mesurer tout ça, du coup, et donc on est capable de dire Mhm. la valeur supplémentaire additionnelle qui a été générée grâce à l'exposition sur les plateformes des joueurs. Et tu vois, quand tu dis ça, c'est, bon, je connais les outils et tout, mais ça me paraît, tu vois, il y a le tagging. Heureusement que maintenant, tu as l'automation tout de suite. Enfin, tu as la reconnaissance automatique. Tu as le clipping presque automatique aussi, avec un tagging qui est presque automatique. Donc, ça tombe dans dans ta library Mm. et qui peut être directement poussé après au club ou aux joueurs, voire même à des broadcasters si besoin, selon leurs besoins marché sur différents territoires et tout. Vous, côté sourcing de tech comme ça ou autre, parce que j'imagine, tu vois, quand tu as un client ou deux et quelques joueurs, ça va, tu pourrais le faire. Mais à un niveau une portefeuille de une trentaine d'ayants droit qui a lui-même une vingtaine de joueurs dans chaque effectif et tout, vous faites comment un peu? Enfin, vous avez une veille. Enfin, toi, tu as une veille avec ton équipe ou au sein de Sport5 sur des nouvelles technologies qui peuvent justement vous aider sur l'automatisation de ça, sur le tracking un peu. Et de la valorisation de ces outils ou de nouvelles techs qui peuvent arriver, sans parler forcément d'intelligence artificielle, tu vois, mais Ouais. vous avez un truc spécifique dédié à ça pour vous aider en fait dans vos quotidiens. Alors on n'a pas d'équipe ou de pôle dédié sur cette innovation. On le fait nous en fait au quotidien en fonction de Ok. ce qu'on peut voir par-ci par-là quoi. Mais ouais en fait le truc c'est qu'on n'a pas donc on est une agence hein, donc on n'a pas d'assets en propre. Donc on travaille à chaque fois pour le compte de clients. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on doit aussi quand même être un peu prudent sur ce dans quoi on investit, sur ce qu'on met en place et tout. Il faut à chaque fois que ça soit des solutions qu'on ait testées, qui soient assez éprouvées et où on voit que ça va vraiment apporter une plus-value à nos activités, à notre business et à nos ayants droit, quoi. Donc du coup, via ça, on s'est quand même constitué effectivement un petit écosystème de partenaires techniques qui vont un peu nous faciliter le travail et faciliter nos activités. Donc ça peut être sur de la création de contenu pour les réseaux sociaux, ça peut être sur de l'automatisation de création de vidéos, la distribution de contenu aux joueurs, on en a parlé. On a aussi pas mal d'outils, enfin pas mal, quelques outils sur la partie data et business intelligence, du coup, qui vont nous permettre de faire des benchmarks de performance sur les réseaux sociaux, qui vont nous permettre de développer, d'affiner la connaissance fan de tel ou tel club ou de tel ou tel ayant droit aussi, et aussi la partie Hmm. tracking des campagnes, tracking des retombées et valorisation aussi,
qu'on peut ensuite nous réintégrer un peu dans la chaîne de valeur. Quand on fait des reporting aux marques, on peut dire, ben voilà, vous avez été présent sur toutes ces plateformes-là, ça a généré tant de vues, tant d'expositions et aussi tant de valorisation média. Et donc, c'est un levier supplémentaire pour fidéliser les marques et les sponsors de nos ayants droit. Après, tu sais, dans ce que tu dis là, si je prends les deux meilleurs exemples en termes d'inno et de process, tu prends la NBA ou City Football Group, c'est à peu près ce qu'ils font, hein. Ils ont alors, différentes initiatives dédiées, type Launchpad ou des trucs pour sourcer des nouvelles tech, mais en fait, ils ont des phases de test pilote et derrière, c'est juste s'il y a une utilisation business dans un premier temps, qui est testée, où il y a un premier deal relativement petit, ils se rendent compte et en fonction de l'intérêt stratégique du besoin, c'est soit on laisse dans un commercial deal un peu classique, soit après il y a des considérations de se dire est-ce qu'on prend des parts parce que c'est un truc hyper important qu'on veut intégrer à 360 dans toute la boutique, voire dans nos franchises, voire dans les différents clubs qu'on a à travers la planète et tout. Donc ça me paraît relativement pertinent comme stratégie, quoi. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose, mais c'est plutôt smart en fait. C'est que vous testez, si ça marche, bah derrière vous faites un deal ou un vrai truc un peu plus Ouais. structuré ou vous pouvez avoir un truc un peu plus gros selon l'enjeu prioritaire ou non de ce partenariat, quoi. Ouais, carrément. Et en plus, on a la chance, du coup, de faire partie d'un groupe international. Donc, on a aussi des équipes digitales à l'étranger, aux États-Unis, en Allemagne, au UK, etc. Et donc, ça nous permet aussi de faire des économies d'échelle quand on prend. Alors, il faut convaincre en interne que c'est la bonne plateforme et que on est chaud pour y aller. Mais une fois que ça s'est fait, ça nous permet aussi de faire des économies d'échelle, du coup, parce qu'on peut se partager le budget et partager l'utilisation de la plateforme. Et ouais, et puis effectivement, on a aussi cette approche-là parce que c'est du digital, ça évolue très vite. C'est un peu un lieu commun de dire ça, mais c'est vrai. Et du coup, on se voit mal aussi se maquer pendant des années et des années avec une solution qui va pas forcément évoluer, qui va pas forcément suivre les évolutions du marché, qui va planter. Enfin bref, du coup, on préfère plutôt effectivement ce modèle de petits deals entre guillemets sur un an et demi, 2 ans et voilà sur certains points clés pour nous de nos activités, de notre business et qui vont délivrer une super plus-value pour ces activités-là. Ouais, ok. Rapidement, tu parlais d'un groupe international, on en a pas parlé. Niveau internationalisation, enfin le sport en gros, hein, comment vous aidez un peu les gens vous avez des strates, vous utilisez les différents Sport 5 du coup, que ce soit en Allemagne ou même en dehors de l'Europe, tu vois, North America ou Asie et tout, pour aller développer les marques des clubs, des différents athlètes et tout. Vous vous appuyez sur vos différentes branches ou c'est vous qui proposez un peu du contenu sur ces strates un peu plus internationales, conquête de nouveaux territoires, nouveaux marchés et tout. Ça se passe comment? Ouais, tu fais bien d'en parler, ouais, parce que c'est aussi un gros levier de développement chez nous. Cette partie internationalisation. En fait, ça remonte alors je dirais que le premier cas où on a opéré ça, c'était vers 2017-2018, je crois, pour le Borussia Dortmund. En fait, on a lancé nos équipes aux US, on lancé les comptes en anglais du Borussia Dortmund, qui s'appelle Black Yellow. Et c'était un peu le premier one shot, ce premier test sur ce sujet-là. Mais en fait, très rapidement, on s'est aperçu, et puis encore une fois, en discutant avec nos ayants droit, que c'est un vrai enjeu pour eux. Donc ça rejoint la discussion du début sur la diversification des audiences, etc. La partie internationalisation, ça fait pas mal d'années que les clubs de foot font des tournées en Asie, en Amérique, etc. pour toucher ces audiences-là et avoir des fans dans ces territoires. Et donc évidemment, naturellement, le digital, du coup, devient aussi un levier de développement sur ces territoires-là. Et effectivement, on a la chance d'avoir, comme je disais, des experts en local sur plusieurs de ces marchés clés. Donc, on a une équipe digitale aux États-Unis, on en a une en Allemagne, UK, on en a en Asie aussi. On couvre l'Asie du Sud-Est et la Chine. Et donc, on s'appuie dans le cadre de cette strate de développement, on s'appuie aussi sur ces experts en local pour développer la strat et pour l'opérer ensuite pour le compte des clients, parce que un truc auquel on croit vraiment, c'est qu'il faut une strat complètement dédiée, complètement adaptée à la culture locale. Donc évidemment, en prenant en compte l'asset de base, que ce soit un club de foot, une franchise NBA ou NFL, il faut vraiment la mettre à la couleur locale. Il faut vraiment des gens qui soient natifs, parlent la langue, connaissent la culture locale, pour que ça fasse
naturel et que ça fasse pas forcé, quoi. Tu vois, on fait pas de traduction de poste en français, par exemple, à partir du compte Du coup. international. Hmm. Donc Ok. c'est important de travailler ce point-là. Et après, de façon plus large, on accorde aussi beaucoup d'importance à l'aspect créativité. Donc on a des équipes créa, des graphistes, des motion designers, pour voilà créer des contenus qui vont vraiment attirer l'œil, qui vont un peu émerger dans les feeds Instagram, TikTok des utilisateurs, des trucs qui vont accrocher l'œil, qui vont réussir à engager les gens. Et aussi, on va travailler aussi beaucoup avec les écosystèmes en local aussi, tout ce qui est médias, plateformes digitales, beaucoup avec des artistes aussi, des influenceurs, etc. Pour co-créer du contenu, pour relayer du contenu aussi. Là, par exemple, on accompagne les Chicago Bulls sur le marché français depuis septembre dernier. Donc, on a lancé le premier compte en français d'une franchise NBA. Les Chicago Bulls sur Lié Insta. au Paris Game. Enfin, c'est Exactement, lié ouais. à une strat, ouais, Paris Game, ok. Ouais, exactement. Initialement, l'enjeu, c'était communiquer autour du Paris Game. Mais bon, Paris Game, ça a juste duré une soirée. Maintenant, voilà, on développe la stratégie Hmm. pour aller un peu plus loin, pour pérenniser en fait la présence de la franchise en France. On va élargir aussi à la francophonie au global. Et ouais, donc le travail avec des créateurs de contenu français, c'est hyper important aussi, parce que aussi les Bulls sont un vrai label culturel. Et donc voilà, bosser avec des artistes, c'est hyper important. Là récemment, on a fait des contenus pour célébrer les 6 titres NBA de la franchise. Et en fait, chaque titre correspondait à une affiche, un contenu qui était créé par un artiste différent. Et donc du coup voilà, ça permet en plus d'apporter des touches visuelles et artistiques différentes sur le compte. Et voilà, sortir un peu enfin arriver à accrocher l'œil, quoi, sur les réseaux sociaux, c'est assez important. Eh ben, franchement, c'est quand même pas mal ta vie, hein. Tu bosses pour, tu bosses pour les Bulls, tu peux bosser pour différents clubs. Non, franchement, tu vois, sur le podcast, ce qui est cool aussi, c'est qu'on aime bien avoir des histoires de professionnels, de voir aussi, de donner envie aux gens. Mm. Donc c'est plutôt sympa de, tu vois, en 10 ans que t'es vu, comment ça a complètement changé, comment tes missions ont pu évoluer, comment tu changes aussi de client et tout. C'est aussi la force d'être dans une agence, quoi. Tu vois. Ouais, complètement. Mais c'est ce que ce que je dis souvent quand j'en parle et autres. Mais c'est vrai que ouais, en 10 ans, le digital a évidemment beaucoup évolué. Du coup, l'activité d'agence a aussi beaucoup évolué. Les clients ont évolué aussi. Alors j'en ai pas parlé, mais on a aussi une grosse activité d'activation. On travaille en direct avec des marques. Donc sur leurs Mm. activations autour de partenariats ou d'événements sportifs aussi. Donc là, on va faire intervenir plus de la créativité vraiment pour mettre en place des OP un peu événementiels et exceptionnels aussi. Et voilà, et tout ça a vachement évolué. Même les types de clients, les sports dans lesquels on travaille aussi ont beaucoup changé. C'était historiquement très foot. Maintenant, on est de plus en plus sport US, on a des franchises Lifestyle. NBA, NFL, Ouais. lifestyle aussi, ouais. Et puis le côté, un truc enfin, qui me fait vraiment kiffer, auquel je crois beaucoup, c'est de développer des passerelles avec d'autres univers du divertissement au global, parce que bon, le sport est devenu Mm. un élément de divertissement parmi d'autres, mais voilà, créer des passerelles avec la musique, avec le gaming, avec le cinéma, enfin bref, tout un Si, peu toute la pop culture au global. Et c'est important dans la création de contenu, dans la création d'expérience aussi, c'est de voilà créer des passerelles entre ces différents univers. Et ça permet de faire des trucs aussi super cool derrière et sortir un peu du sportif, de la performance pure et dure, qui de toute façon ne va intéresser que les fans hardcore de ton ouais, de ouais. ton club, quoi. Oh, t'as le luxe aussi. Tu peux aller voir le luxe, là. LVMH peut Ouais, aider un aussi, peu ouais, aussi. Après, c'est moins avec c'est ça. moins ma zone d'expertise et d'affinité, on va dire. Mais ouais, complètement. Non, t'inquiète. Écoute, je suis en train de regarder le temps. Je pense que je vais te poser une dernière question qu'on a l'habitude de poser un peu à nos invités. Ouais. Si tu avais une série, un livre, un film, quelque chose, ou même une recommandation, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, soit qui se posent des questions pour rentrer dans le monde du sport, soit pour évoluer dedans, soit quelque chose qui t'a marqué,
Pour soit quelqu'un qui veut rentrer ou quelqu'un qui est dans l'industrie depuis 10-15 ans, ce serait une recommandation ou un livre, une série, quelque chose. Alors du coup, ouais, alors enfin film non, ce que j'aime bien, je suis assez podcast. J'aime beaucoup écouter des écouter des podcasts. Là, il y en a un que j'ai bien aimé récemment, donc c'est sport, mais c'est pas franchement sport business. C'était le RMC Sport a fait une rétrospective sur les coupes du monde de rugby et sur l'équipe de France pendant les différentes coupes du monde de rugby pour préparer les chances de cette année avec à chaque fois un Ouais, invité qui a connu tu te mets en jambe l'édition. pour septembre, toi. Ouais, voilà, ouais, c'était plutôt cool avec des témoignages un peu inside et tout. Non, c'était assez cool. Et sinon après alors sur Twitter, il y a un compte que j'aime pas mal d'un gars qui est un Américain qui s'appelle Joe Pompliano. Vous trouverez assez facilement, je pense, qui est un peu un insider du sport business aux États-Unis, mais il traite pas que des sujets sport US. C'est ça qui est assez intéressant. Donc il y a à la fois un côté Mm. éducation, behind the scenes, côté business aussi, et il fait des longs fils sur Twitter où il explique pas mal de choses et c'est souvent assez instructif. Je me le mets souvent dans les bookmarks quand je traîne sur Twitter pour le consulter un peu plus tard. Yes, carrément, je connais Joe. Bah écoute, merci à toi pour le temps, pour avoir partagé tout ça, et puis au plaisir de se recroiser et de rediscuter à nouveau dans 2-3 ans quand tout aura encore rechangé dans le monde du digital. Ça marche, bah écoute, c'était très cool. Merci pour l'invitation et à très vite. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le corner.